En 2018, j'ai répondu à un appel à projet de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée dans l'espoir de faire progresser les méthodes d'étude des poteries archéologiques et en particulier de celles qui sont destinées à la cuisson des aliments, qu'on appelle céramique culinaire ou céramique à feu. Ce projet que nous avons intitulé Patina in Patinam concerne les pratiques alimentaires et allie chimie organique et archéologie expérimentale, puisque avec les collègues avec qui nous avons monté ce programme, nous avons cherché à déterminer les limites de la chimie organique appliquée aux céramiques à feu. La chimie organique est très efficiente pour répondre à des problématiques archéologiques lorsqu'il s'agit de vases de stockage ou de transport, mais nous ne connaissons pas encore les limites de la méthode lorsqu'il s'agit de céramique culinaire. Pour effectuer ce projet, nous avons décidé de réaliser une recette simple d'apicius que nous avons faite dans le cadre des Vinalia à Saint-Romain-en-Galles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Les Vinalia, ça existe depuis 2004 et c'est donc un événement de reconstitution historique et d'archéologie expérimentale qui traite essentiellement du vin et de l'alimentation de manière plus générale des pratiques alimentaires de l'Antiquité. C'est vrai que cet événement il est assez intéressant pour nous puisqu'il permet de confronter aussi plusieurs univers, plusieurs types de métiers, puisqu'on a à la fois des archéologues, on a des scientifiques et puis aussi on a des artisans, on a des reconstituteurs, des associations de reconstitution historique. Donc c'est vrai que c'est une sorte de creuset aussi où tout le monde va pouvoir apporter un petit peu sa part, et ce qui est très important c'est aussi de pouvoir rendre accessible toutes ces connaissances scientifiques auprès du plus grand public. C'est vraiment l'objectif prioritaire du musée. Pour réaliser cette recette de patina de poire, nous avons commandé à Pierre-Alain Capt, qui est archéocéramiste, la réplique d'une patina, c'est-à-dire d'un plat à cuire et d'un couvercle. Et nous avons vérifié au laboratoire Harare par des analyses physico-chimiques que ces objets étaient capables de résister à des chocs thermiques. L'objectif de la recherche et la préparation irritative, c'est trouver le bon mélange d'argile, trouver le bon revêtement interne et que ça ne casse pas lors de la préparation d'un mets. Pour ce faire, il faut des argiles très particulières car toutes ne résistent pas à une seconde cuisson ou à un second choc thermique après la cuisson technique qui se réalise dans le four de potier. La plupart des pièces vont éclater au feu. Alors là, on va mettre un revêtement interne qui est une autre sorte d'argile extrêmement fine, légèrement poreuse, qui va s'imprégner d'huile et qui va faire le revêtement anti-adhésif. Alors ça nous permet de faire des crêpes, ça nous permet de faire des boulettes de viande, ça nous permet de faire des patinas qui sont des sortes de tartes qui peuvent être aux fruits, qui peuvent être aux légumes. Les difficultés, oui, il y en a quelques-unes, spécialement durant l'Antiquité romaine. On a des potiers qui sont devenus experts en préparation des argiles culinaires. C'est-à-dire qu'ils vont nous préparer des mélanges d'argile ou des argiles mélangées avec du sable qui sont d'une solidité tout à fait extraordinaire et qui vont tenir le feu très très longtemps. Alors ici on est dans le laboratoire archéologie et archéométrie. Au laboratoire on va tenter de connaître mieux ce matériau. D'une part grâce à une analyse de fluorescence de rayons X et d'autre part grâce à de la diffraction X. Pour l'analyse par fluorescence X, on va d'abord prélever un morceau de cette poterie pour faire le processus des préparations pour l'analyse. Ça va commencer par un sciage, on va scier un échantillon de cette poterie. Donc voici notre échantillon prélevé, dont on a surfacé toutes les surfaces pour avoir vraiment le cœur de la céramique, ce qui nous intéresse. On va venir le faire griller à 950 degrés pour chasser toute l'humidité présente dans le tesson, puisqu'on va le réduire en poudre après. Donc c'est avec ça qu'on va transformer notre tesson en poudre. Donc une fois la poudre obtenue, nous allons peser 0,8 g de cette argile dans un creuset en patine, qui résiste à très haute température, auquel on va rajouter 3,2 g de fondant qui permet d'abaisser la température de fusion. Donc une fois que la céramique a été transformée en pastille de verre avec la machine de fusion, on va pouvoir procéder à l'analyse par fluorescence X pour en déterminer la composition.
Donc par cette méthode d'analyse, on va pouvoir avoir la composition chimique de la patina fabriquée par Pierre-Alain Capt. Et donc on récupère les informations sous forme de tableau dans notre logiciel qui nous donne des teneurs en chaque élément chimique présent dans la céramique. Pour avoir une idée de la composition minéralogique, cette fois-ci de l'argile crue ayant servi à la fabrication de la patina, nous allons devoir réaliser une analyse par diffraction des rayons X. Et pour ce faire, l'argile devra aussi subir quelques préparations sur ce banc présent ici pour parvenir à des lames, ce qu'on appelle des lames orientées, qui nous permettront, qui subiront différents traitements pour avoir une idée bien précise des minéraux argileux présents dans l'échantillon. Donc la lame orientée de l'échantillon d'argile est prête et donc je vais la mettre dans le diffractomètre. L'argile ayant servi à fabriquer la patina a été soumise à deux types d'analyses. L'une par fluorescence X qui nous a permis de déterminer sa composition chimique et a révélé qu'il s'agissait d'une argile non calcaire, très riche en alumine et pauvre en alcalins et alcalino-terreux, ce qui est caractéristique d'un matériau argileux de nature kaolinétique. La diffraction des rayons X a confirmé ce résultat puisque cette méthode permet à partir de la structure cristalline de déterminer les phases minérales en présence dans un échantillon. Ici en l'occurrence nous avons identifié les minéraux de la kaolinite mais également d'un peu d'élite et de quartz. Il s'agit donc d'une argile qui est très adaptée à un usage culinaire puisqu'elle sera très résistante au choc thermique. On avait pris 2 très grosses poires. Sauf qu'attention, Fred, c'était dans tes tagines à toi. Hein. Donc ce matin... Il n'y a pas une grosse contenance. Non, c'est pas les mêmes. On va utiliser les miens. Ce matin, on utilise les tiens. On mettait une cuillère à soupe d'huile. Alors c'est de l'huile d'olive bio. Ouais. Alors c'est marqué comment ça dans la recette? C'est marqué un peu d'huile. Et comme on a fait beaucoup d'essais avec Fred, bon là... Toute la difficulté quoi. Ouais, là, il n'y a pas du tout d'indication. Du coup, Piscius c'est intéressant parce qu'il a été traduit, il a été recopié à l'époque médiévale, au 6e, 7e. Moi, je fais partie de ce projet expérimental sur justement la question de ce qui se passe dans les régions orientales de l'Empire romain. D'une part, Cécile, elle va travailler sur la partie expérimentation, analyse de résidus. Et l'objectif dans ce cadre-là, c'était de vérifier si les plats qu'on appelle les patinas, qui existent et qui sont diffusés dans l'Orient méditerranéen, ont été utilisés pour les mêmes usages, les mêmes fonctions. Est-ce qu'ils étaient utilisés pour faire les mêmes recettes que ceux d'Occident? On en avait parlé ensemble. Décrypter. Oui, moi je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est de revoir un petit peu ces éléments qui permettront certainement de nous éclairer sur des choses qu'on a découvertes pendant l'expérimentation. Nous, on a fini par faire avec Fred quelque chose qui nous semblait équilibré en termes de goût, qui correspondait à notre goût personnel. Donc c'est la limite de l'exercice. Tant qu'on n'a pas une recette avec toutes les indications de temps, de mesure, indiqué, clairement, on sera obligé d'être un peu dans le goût, la préférence. Ouais. Donc c'est ce qu'on fait. Et moi, étant donné que j'ai eu un restaurant de cuisine médiévale il y a une vingtaine d'années, du coup ça s'est trouvé assez naturel, ça a été assez naturel justement de travailler ensemble et de se dire bah tiens, mon expertise et mon expérience par rapport à cette cuisine-là et par rapport à la cuisine que je fais de différents horizons va nous permettre justement de travailler ensemble pour essayer de se dire comment on mangeait à l'époque romaine et de quelle manière on cuisinait. Alors ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur cette recette, donc sur les patinas, qui sont à la fois un plat et une recette diverse à base de différents produits, mais toujours sur une base d'œufs. Et la difficulté, ça a été justement, alors moi la vraie difficulté pour moi en tant que cuisinier, ça a été de gérer la cuisson. Donc la sonde de température est vraiment presque obligatoire pour ce genre de cuisine, parce que nous on a l'habitude d'avoir un four vapeur ou d'avoir une table à induction, d'avoir quelque chose de très simple.
Et là, ça a été vraiment la principale difficulté en fait. Tu as épluché les poires, coupé en petits morceaux. C'est la première étape pour faire la compote de poires. Donc ces poires, on va les mettre avec un peu d'eau, avec un petit peu d'eau dans la patina, dans le plat qui est destiné à la cuisson de la poire, avec la petite éprouvette d'ailleurs. En même temps, on préparera ce qui entre la composition de la deuxième phase de la patina. C'est-à-dire, on moulinera les épices, on mettra le miel. Oui, d'abord le miel, le vin, le garum et l'huile. Une fois tout ça mélangé avec la compote, on rajoutera les œufs battus, les 4 œufs battus. Et ça, on le mettra dans l'autre plat, l'autre patina, pour faire cuire l'ensemble. On ne va pas mélanger les deux parce qu'en fait ça nous servait à vérifier l'imprégnation des poires uniquement. Ce plat-là, on sait parler. Donc ça c'est juste le plat pour la compote de poire. Voilà. De poire. Voilà. Et l'autre plat c'est pour la totalité de la préparation. Voilà. Lors de la journée des Vinalia, nous avons effectué des prélèvements que nous avons confiés à Nicolas Garnier pour des analyses par chromatographie en phase gazeuse couplées à de la spectrométrie de masse. Je suis chimiste et je fais principalement des analyses organiques pour les matériaux du patrimoine, c'est-à-dire très majoritairement des matériaux archéologiques, mais aussi des matériaux sur des œuvres d'art, donc des peintures, des polychromies, sur des statues. Et donc dans le projet, je fais les analyses organiques, donc le but est de suivre les recettes et essayer de retrouver par les molécules les ingrédients qui ont été utilisés et éventuellement aussi préciser s'ils ont été cuits, voir comment ils ont été cuits. L'huile, il n'y aura pas de problème pour la retrouver. Le poivre et le cumin, ça devrait se faire. Le vin doux aussi, parce que le vin, dans le protocole, il est hypersensible. On pourra dire c'était du blanc. Après, le miel c'est compliqué. Bon, on verra des sucres, mais les sucres ont peu d'intérêt en archéologie parce qu'ils sont solubles dans l'eau, donc ils sont quasiment toujours perdus. Le garum, c'est à partir des stérols, maintenant la méthode est au point, et les poires, c'est un peu l'inconnu. Et les œufs? Ah, les œufs! Eh ben, on va voir que c'est animal, et mais je sais pas, en fait il y a très peu d'études sur les œufs, donc il va falloir un peu tout faire là. C'est du débroussaillage. Le bilan de ces expérimentations est très positif puisqu'on a réussi à identifier les marqueurs des œufs et en particulier des œufs cuits, mais aussi les traceurs de la poire et du cumin qui étaient quasiment inédits jusqu'ici. Et ça nous donne tout simplement la perspective de pouvoir faire des analyses organiques dans les céramiques à feu que l'on va découvrir dans les fouilles archéologiques. Et voilà.